Pour la simple raison que pour arriver à être en contact avec des énergies supérieures, ben, il faut évidemment que l'inférieur soit prêt. Et pour que l'inférieur soit prêt, c'est quoi? C'est qu'on a un corps physique, on a un corps vital, il nous faut développer un corps astral, et dans l'astralité de l'homme, c'est développer tout le schéma de la spiritualité. Et cette spiritualité-là a tellement été grosse et bonne qu'elle a permis au corps astral de pouvoir s'expandre d'une façon, disons, problématique jusqu'à, disons, rendue à notre époque. Mais il fallait passer par la spiritualité. Une autre chose, la spiritualité, elle est bonne. Tout ce qui a été bon. Mais c'est quand on s'attache à ce qui a été, quand c'est plus nécessaire que ça devient négatif. Alors, ce qui fait que certaines formes de religion qui n'existent plus aujourd'hui, qui ont déjà été très bonnes pour l'homme, mais si on aurait voulu les conserver, elles seraient devenues sataniques. Alors, la spiritualité, ben, si on continue à améliorer la spiritualité de l'homme, ben, automatiquement, l'homme peut encore se permettre le luxe, disons, d'être dans le domaine spirituel. Et pourquoi je parle de luxe, d'être dans le domaine spirituel? Ben, évidemment, il faut qu'on fasse une distinction entre la spiritualité, qui est une forme conceptualisée, donc idéalisée de la réalité. Et ça, c'est la spiritualité. Par contre, l'évolution dans la réalité, c'est l'authenticité même des choses. Alors, on a Dieu dans la spiritualité, et là, la spiritualité, j'emploie ce mot-là d'une façon ésotérique. Bon, alors on a Dieu dans la spiritualité, mais on a aussi Dieu dans la réalité. Mais le Dieu spirituel, c'est un Dieu qui souvent ne répondra pas aux aspirations de l'homme, ou encore c'est un Dieu qui devrait, selon l'homme, lui apporter quelque chose, et s'il ne le fait pas, eh bien on change de Dieu, on change de religion, puis on magasine. Alors quand c'est pas le Dieu qui n'apporte pas à l'homme ce qu'il veut, c'est parce que la technique employée pour le quêter n'est pas bonne. Alors, soit qu'on change de religion et de Dieu en même temps, ou soit qu'on change de religion ou qu'on devient sectaire, et là, on change de méthode pour pouvoir communiquer avec le Dieu. Tout dépend de quel Dieu on veut communiquer. Si c'est le Dieu spirituel, donc ici, la personne qui emploie le terme spiritualité, ben, elle emploie le terme d'une façon ésotérique et non pas d'une façon religieuse. Et puis, on est obligé de passer par la spiritualité pour pouvoir se conscientiser. Essayez juste de voir à l'époque où, sans morale et sans philosophie, donc sans spiritualité, l'homme, ce qu'il avait de l'air, quand l'homme se massacrait, l'homme se tuait pour un rien. La conscientisation était loin. Alors, en établissant des lois morales qui, présentement, commencent à nuire à l'homme, et présentement, ceux pour qui c'est nuisible, ben, ceux-là doivent abandonner la spiritualité ou les lois de religion organisée, ou etc. Si on regarde juste, par exemple, les personnes qui, à un moment donné, vont partir une nouvelle religion. Alors, si moi, je vous dis qu'à un moment donné, quand on comprend quelque chose, bien, on se doit, si on est correct, d'abandonner les choses organisées. Quand on comprend totalement quelque chose. Pas de par notre astral, donc, pas de par le domaine spirituel humain. Quand on comprend bien, on change. Et en changeant, on peut automatiquement instaurer une nouvelle religion. Ou une nouvelle secte, ou une nouvelle méthode d'approche de Dieu. Mais si vous me dites qu'on ne doit pas laisser les religions organisées, bien si on remarque présentement ceux qui organisent ces religions-là et ces sectes-là, et ces philosophies-là, et ces écoles-là, bien c'est du monde justement qui, comprenant, ont abandonné. Il y a juste les marginaux qui sont réellement utiles dans une société humaine. Il y a juste ceux qui sortent du cadre de la société. Parce que ceux qui suivent la société ne transforment pas la société. Ils ne font que la faire vivre. Et les marginaux qui se retirent, les marginaux qui se font élire, les marginaux qui inventent des choses à part, les marginaux qui chantent d'une nouvelle façon, les marginaux qui prient d'une nouvelle façon, ben ceux-là vont changer la société. C'est l'être marginal qui est nécessaire à Dieu. Pas l'être qui suit. Dieu a besoin de bergers, pas de moutons. Alors, ce qui fait que, faisant attention à notre spiritualité, il y a des choses qui sont extraordinairement bonnes pour l'homme. Et elles sont yaviques, donc bonnes, de polarité, disons, positive, tant que l'homme en a de besoin. Et quand l'homme en a plus de besoin, elles deviennent sataniques, si l'homme veut les conserver. Pourquoi? Parce qu'elles freinent l'évolution de l'homme. Moi, je prends quelqu'un, je le monte jusqu'à la 3e marche.
et je ne peux pas le monter plus haut. Alors lui veut monter à la 4e et moi je le retiens à la 3e. C'est ça, être satanique. Je suis yavique, pourquoi? Parce que je monte l'individu à la 3e marche. Je suis satanique parce que rendu à la 3e, lui veut continuer et moi je veux plus. Moi je peux pas le suivre. Alors moi je le garde là. Alors les techniques des religions organisées, si elles n'évoluent pas, si elles ne se transforment pas, deviennent sataniques. Alors la spiritualité, elle est bonne parce que l'homme ne pouvant comprendre mentalement et divinement, donc disons intelligemment, selon une énergie plus ou supérieure au mental, alors si l'homme ne peut pas comprendre tout à partir de cette connaissance-là, l'homme a besoin d'un schéma bâti et permis par l'intelligence, et ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle la spiritualité en ésotérisme. Extraordinairement utile tant qu'elle est serviable à l'individu qui vit avec. Et dans la spiritualité, on a plusieurs formes de niveaux. On a des hauteurs de niveaux. On a une spiritualité qui est polythéisme. On a une spiritualité qui est monothéisme. Et on a différentes sortes de monothéisme. On a une spiritualité qui est de plus en plus universelle. L'homme est au niveau où il en a besoin, jusqu'à temps où l'homme devient marginal de la spiritualité. Et l'homme commence à comprendre. Il peut recréer une autre forme de spiritualité qui va être bonne pour un ensemble de populations. Alors la spiritualité, c'est nécessaire, mais tout ce qui est bon un jour peut devenir mauvais un autre jour. Pourrais-tu réexpliquer la raison de ne pas se prendre au sérieux? Parce que certains pourraient croire dans leurs paroles d'argent, de bronze et même de leur jasage. Oui, effectivement. Alors, réexpliquer la raison de ne pas se prendre au sérieux, pour ne pas croire notre jasage, pour ne pas croire notre parole de bronze ou d'argent, et pour discerner la parole d'or. Ne pas se prendre au sérieux, c'est quoi? Qui est Dieu, Daniel? Alors, Dieu, c'est moi. Bon, c'est la réponse qui vient de sortir. Ah, ben, hey, c'est extraordinaire, c'est l'ajusteur de pensée qui m'a dit ça. Ben, c'était au bout, là, je peux convertir toute la terre. Ben, c'est ça. Si je peux répondre et ne pas me prendre au sérieux, c'est moi, bon, ben, ça se peut. Mais ça se peut que ce soit pas ça. Alors, bon. Alors, dans 2 semaines, Daniel, qui est Dieu? Ben, c'est toi. C'est qui me répond que c'est moi? Es-tu supérieur ou inférieur à moi? Ah, ben là, la réponse, ça change de niveau, hein? Si c'est Dieu qui me répond, ça peut pas être moi. S'il est inférieur, je peux pas contrôler tout. Alors c'est juste ça. Si je me prends pas au sérieux, ben je vais être capable de répondre. Et tout à l'heure, je vous ai dit que l'intelligence active pouvait répondre, mais que l'astral pouvait répondre. Mais le seul moyen d'arriver au discernement entre ces deux formes d'énergie-là, une aberrante et une intelligente, c'est d'écouter sans se croire, donc sans se prendre au sérieux, mais de s'écouter sérieusement. Si quelqu'un vient vous conter une menterie, donc vous êtes médecin, vous êtes thérapeute ou encore vous êtes parent puis c'est un enfant, il vient vous conter une menterie. Mais si vous écoutez sérieusement ce qu'il dit, et non pas prendre au sérieux ce qu'il va dire, vous allez être capable de voir le message qui se cache derrière la menterie. C'est ça. Mais si vous prenez au sérieux ce que l'enfant dit, vous allez vous faire embarquer dans sa menterie. Alors, si moi, je me prends au sérieux et que c'est moi qui parle, ben si c'est une menterie qui sort, j'embarque dans le mensonge. Et si je me prends pas au sérieux, je vais être capable de découvrir les mécanismes de mon astral parce que je vais voir comment il me compte les pipes. Puis je vais être capable de discerner quand c'est intelligent d'une façon supramentale et quand c'est aberrant d'une façon, disons, humaine. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, puis jamais. Il ne faut pas se croire, il ne faut pas me croire, il faut expérimenter, puis dans l'expérimentation, il ne faut pas croire non plus. Mais tout ce que ça donne, l'expérimentation, c'est que ça crée, ça bâtit un mécanisme de travail dans le mental pour pouvoir entrer en communication avec le supramental. Alors, ce qui fait que qu'on ne se croit pas ne nuit pas au développement. Mais si l'on se prend au sérieux, la journée qui sort un mensonge par notre bouche est faite. C'est pas dangereux de répondre à ces questions. Il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est tout. Est-ce qu'il faut se taire le mental et de faire le silence intérieur afin de pouvoir justement entendre ou comprendre l'ajusteur de pensée? Ou ce dernier peut-il se faire entendre à travers le bavardage faramineux du mental? Bon. Est-ce
est-ce qu'il faut taire le mental? Bien, premièrement, on ne peut pas taire le mental. La seule façon de taire le mental, c'est de le remplacer par l'astral ou de le remplacer par l'ajusteur de pensée. Mais le remplacer par l'astral, on sait comment. Le remplacer par l'ajusteur de pensée, on ne sait pas comment. Et pour découvrir les mécanismes qui permettent à l'ajusteur de pensée de venir remplacer le mental, donc de faire taire le mental, ben c'est la parole d'or. Et c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Il y en a d'autres. C'est le plus facile. Il n'est pas douloureux, il n'est pas dangereux, tant qu'on ne se prend pas au sérieux. Par contre, l'ajusteur lui-même va de toute façon finir par traverser le bavardage de l'homme, mais quand l'homme va vivre des événements. Et ces événements-là devront être d'autant plus intenses, donc douloureux, que l'individu aura un bavardage intérieur. Quand je dis souvent que la pensée est comme un vieux singe qui se promène d'une branche à l'autre, puis à un moment donné, il faut saisir le singe, ben oui. Sauf que si c'est l'astral qui saisit le singe, c'est l'astral maintenant qui devient le singe. Si c'est l'ajusteur de pensée, c'est lui qui devient le singe. Là, on a un singe un peu plus intelligent. Alors, ce qui fait que le bavardage lui-même peut être transcendé, ou disons descendé, traversé vers l'inférieur par l'ajusteur de pensée. Pour ça, il faut un événement douloureux, une crise. Alors, quand on a une crise, ben alors là, l'ajusteur peut descendre. Il ne va pas nécessairement descendre. Par contre, avec la technique, technique de la parole d'or, chose facile, il faut juste en prendre conscience, on développe un cheminement qui, naturellement, instinctivement, va permettre à l'ajusteur de pensée de pouvoir entrer en communication avec l'homme. Alors, ce qui fait que c'est comme ça. Taire le mental, on ne peut pas le faire taire, parce que c'est soit que c'est le mental qui veut se taire, et le mental ne peut pas se taire, ou c'est l'astral qui veut le taire, et automatiquement on remplace par l'inférieur. Tu facilites le chemin sans faire d'effort pour entrer en communication avec l'ajusteur de pensée à ce moment-là, parce que tu parles sans penser à l'ajusteur de pensée. Je ne veux pas communiquer avec l'ajusteur de pensée, je veux m'écouter. Et automatiquement, ça crée un cheminement qui va l'amener, lui. Tu ne veux pas attirer plein de monde quand tu gagnes 1 million, mais quand tu gagnes 1 million, tu attires plein de monde. Bon, ben c'est ça. Si tu veux attirer plein de monde, ça ne marchera pas. Alors, l'ajusteur, c'est la même affaire. Il y a un moment donné où tu te fais un travail pour comprendre de quoi, et puis, à ton insu, tu es en train de bâtir une piste d'atterrissage pour permettre à l'ajusteur de pouvoir se poser. Là, c'est pour ceux qui pensent que c'est extraterrestre. Ben, c'est extraterrestre, mais... Crier la tête dans l'oreiller peut-il libérer autant sans alerter les voisins? Ou cela empêcherait-il l'énergie de se libérer? Disons que ce qui arrive, mais c'est bien parce qu'on va aller un petit peu plus loin au niveau du cri. Ce qui arrive quand l'on crie, quand on crie, on éjecte à l'extérieur de nous les formes d'énergie malsaines. Ceux-là s'en vont et ils sont obligatoirement et automatiquement mélangés. Et ils nous reviennent. Et ce qui nous revient nous remplit d'énergie. Alors, c'est pour ça que crier, ça remplit d'énergie l'homme, ça booste l'homme. Alors, ce qui fait que crier dans un oreiller, ben, ça va remplir l'oreiller d'énergie, ou ça va la percer, dépendant des poumons, qui crient. Mais, criez pas qu'une cigarette, en tout cas. Mais, non, c'est préférable de crier dans un espace où on peut avoir une résonance. Dans le bois, ici, ben, le propriétaire ne viendra pas vous sauter de section 12. C'est ça. Fait qu'évidemment, ça complexe le phénomène du cri, mais il y a en masse de place, puis en masse d'occasions où vous pouvez vous permettre de crier. Puis ça, il suffit juste de les chercher. Dans un oreiller, ça libère l'énergie. C'est pas mauvais. Ou quelque part. Mais il faut crier au maximum, c'est pas pire. Mais ça remplira pas l'homme d'énergie ou la femme d'énergie. Par contre, ça va le libérer. Alors, c'est mieux que rien. Quelqu'un qui va pleurer énormément pendant un bon bout de temps, ben ça soulage. Tant que la dose qui est perdue ne dépasse pas la dose qui devrait être permise. À un moment donné, l'individu se fatigue à pleurer. Si tu cries, tu ne te fatigues pas à crier. Ben, je parle du cri, évidemment, qui est fait comme tout à l'heure, on en a parlé, parce que l'énergie te revient, exactement. Alors, ce qui fait que c'est préférable de crier à l'air libre, ou dans un endroit, du moins, où on peut avoir un retour d'énergie. Très important, oui. La personne sourde-muette peut-elle faire de la parole d'or? Que peut-elle faire de la parole d'or? Bon, premièrement, c'est qu'on s'intéresse un peu trop à savoir ce que les autres vont faire avec la parole d'or, au lieu de s'intéresser à savoir si nous, on va commencer à le pratiquer.
Et comme l'apanage de l'individu évolutionnaire humain a toujours été de parfaire l'extérieur pour être mieux lui, bien évidemment, on s'intéresse toujours à savoir ce que les autres vont faire. Si un sourd-muet vient me voir et me pose la question, faites-moi confiance que je vais lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse faire de quoi. Mais en attendant, ben, je ne crois pas qu'il y ait de sourd-muet ici. À quoi servent les différentes fréquences vocales, voix haute, voix basse? Il y en a qui écrivent gros. Bon, alors la fréquence même, c'est une forme d'émission, de personnalisation que prend notre concept de pensée et d'astral pour pouvoir intensifier sa communication. Alors, ce qui fait que, premièrement, l'ego voulant être reconnu, parce que l'ego s'identifie à lui-même. L'ego va donc, l'ego lui-même, l'astral crée les tentacules qui sont nos sens, mais l'astral va aussi permettre avec le mental, tant que le mental est assujetti à l'astral, donc tant que l'intellect travaille pour le plaisir de l'astral, automatiquement, on va créer une forme de voix qui est, disons, la personnalisation de l'individu. Alors, ce qui fait que moi, je peux reconnaître quelqu'un qui me parle parce que sa voix, lui, est propre. Donc, la voix, comme le faciès, le visage, comme les lignes de la main, et comme tant d'autres choses chez l'homme, identifie l'être physique ou l'énergie émise à l'ego, donc à la forme astrale. Mais c'est inharmonieux dans le sens que la voix, le verbe, n'étant pas placé au juste niveau où il devrait l'être, pour être en communication, disons en communion avec l'extérieur, donc avec la matière, alors automatiquement, l'ego ne se voit donc retirer la possibilité qu'il a de contrôler l'extérieur. Quand je dis l'ego, disons l'homme en entier, l'être. Alors, ce qui fait que, en rabaissant ou en augmentant, dépendant d'où on part, le niveau de vibration de la voix, alors non seulement on élimine le phénomène d'identification qu'a l'ego sur la voix, et on se rapproche, si c'est l'ajusteur qui vient équilibrer la voix, on se rapproche d'une vibration qui est beaucoup plus en harmonique avec les vibrations naturelles matérielles. Alors, l'identification même qu'a l'ego dans la parole, c'est justement sa forme de voix. Alors, ce qui fait que, en ramenant ça à un niveau, mais c'est pas un travail qu'on doit faire. Certains individus ont déjà travaillé à étudier la voix juste des pharaons. Ils ont une voix extraordinairement claire, mais ils n'ont pas la capacité, ou disons la possibilité, d'envoyer l'onde, disons la forme pensée ou l'égrégore, sur la voix pour pouvoir faire bouger. Ils ont l'harmonique pour contrôler, mais ils n'ont pas, disons, la connaissance maintenant pour se servir de l'outil. Alors, ce qui fait que prendre une technique pour pouvoir ajuster sa voix, c'est pas adéquat. Ça va vous donner une voix qui va être extraordinaire, mais si vous n'avez pas, disons, le guide d'emploi, et ça, vous ne l'aurez pas en l'achetant, vous ne l'aurez pas à un moment donné, vous allez l'avoir quand vous allez être prêt. Et quand vous allez avoir ce guide-là, parce que vous êtes prêt, automatiquement, votre voix va venir se placer. Alors, les cordes vocales changent, la tonalité change, la vitesse, le flot de parole change, l'articulation change, mais les choses changent. L'ajusteur de pensée est de couleur violet. Pourrait-il être de couleurs différentes au début? Ça, Daniel, je pense que c'est suite à l'exemple que je donnais tantôt, là. Moi, j'ai dit un peu n'importe quoi, là, quand que c'était des mots seulement que j'utilisais, là, pour... Oui, d'accord. L'ajusteur de pensée de couleur violet. Normalement, il se trouve effectivement que les premières perceptions qu'a un individu à partir de son troisième œil, ça va être des formes vibratoires, disons, de couleur violette. Normalement. Maintenant, il n'est pas anormal d'avoir d'autres formes de couleurs. Mais la masse, donc dans la normalité, normalement, ils vont voir des formes de couleur violette, comme lors d'un voyage astral, dans les premiers temps, certains individus vont voir des couleurs violettes. Maintenant, l'ajusteur de pensée se présente à l'homme selon la forme que l'homme a besoin pour pouvoir accréditer ou accepter cette nouvelle forme d'énergie. Et ça, c'est important. Parce que si vous le voyez bleu ou que vous avez certaines sensations au niveau physique, certains travails au niveau physique, disons au niveau de la glande pituitaire, au niveau de votre plan cérébral, votre tête, ou encore de vos autres chakras ou de votre corps, bien ça, c'est typique des individus. Hein? Tout dépend de la manière, disons, inconsciente où vous vous attendez que cette forme d'énergie-là vous pénètre. Et je dis bien inconsciente. Bon. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée n'est pas de couleur violette. L'ajusteur de pensée est une couleur au-delà. C'est une couleur ultra-couleur. On a l'ultraviolet et l'ajusteur de pensée est d'un ordre haute, d'une autre couleur que ça.
Alors, ce qui fait que nous, on peut le voir selon certaines formes de couleurs, et la masse rendue au plan d'évolution où la masse est rendue, la masse, ça donne donc à le voir normalement violet, c'est un fait. Mais n'importe qui peut le voir de n'importe quelle autre couleur. Et puis ça, c'est pas grave. Que Dieu s'habille en bleu ou en violet, ça dérange pas. Qu'arrive-t-il lorsque la parole ne suffit plus? Débit vocal. Bon, alors là, est-ce qu'on veut dire qu'on ne parle pas assez vite, donc on n'a pas? Ou si on parle trop vite? Chose qui est sûre, c'est que si on s'écoute, il va venir un temps où tout ça va se placer. Sans problème. Sans exception. Alors, la parole, elle suffit à elle-même à la condition qu'on l'emploie. C'est comme un muscle. Si mon muscle est pas assez fort pour lever le bras, qu'est-ce que je dois faire? Ben rien. Continue à pratiquer. C'est tout. Si tu prends quelque chose pour lever ton bras, ça ne marche plus. Pratique. C'est tout. Puis à un moment donné, ton muscle va être bien suffisamment fort pour lever ton bras. Les choses extraordinaires vont être même en masse fort pour lever d'autres choses. Puis ça, on n'a jamais remarqué ça, que l'homme avait un corps et que tous les êtres vivants avaient des corps qui leur permettaient des choses au-delà de ce qu'ils avaient besoin. Si on fait juste prendre l'exemple, puis je fais un petit détour parce que c'est important, si on fait juste prendre l'exemple d'un cheval, le cheval a des muscles, mais il n'a pas que les muscles qu'il a besoin pour pouvoir se supporter, pour pouvoir marcher et galoper et courir ou sauter. Non. Parce qu'on peut embarquer un cavalier sur le cheval puis il est aussi à l'aise. On peut embarquer 2 cavaliers sur le cheval puis il est aussi à l'aise. Puis on peut l'atteler puis faire tirer de quoi puis le cheval peut le tirer. C'est amusant. Prends le percheron. C'est le plus gros cheval qu'on a sur la terre. C'est un cheval de travail. Ben, il peut rivaliser avec pas mal de 4x4 puis avec même des tracteurs de vanne. Puis c'est un cheval. Mais dans la nature, il n'y a rien à tirer. Il n'y a pas besoin de cette force. Il l'a. L'homme aussi. On a nos bras, on a tout ça. Mais remarquez le travail physique que vous pouvez faire qui n'a aucun rapport avec la nécessité physique que vous avez de besoin. On a des jambes pour marcher, mais un coup de pied, c'est fort. Mais on peut faire bien plus que marcher avec des jambes. On a des bras, on a des épaules, on a un dos. Puis si on monopolise ça d'une façon intelligente, on peut faire de quoi qui est au-delà de ce que l'organisme, disons, matériel, animal, aurait besoin. Alors, au niveau de notre pensée, au niveau de notre parole, au niveau de tous nos schémas au complet, au niveau de tous nos corps, on a un développement qu'on a conscience. Mais déjà là, on a plus que ça. Et beaucoup plus que ça. Alors, le muscle, il est là. Et le muscle, si on fait juste travailler avec le bras, à un moment donné, le muscle, il peut travailler. Et chose extraordinaire, il peut faire bien plus que ce qu'on aurait pu penser qu'il était pour faire. Quand la parole ne suffit pas parce qu'il y a un débit vocal trop lent ou trop rapide, parlez, puis écoutez. Puis à un moment donné, vous allez pouvoir faire des choses, vous allez vous surprendre. Allez vous sauver. Mais comme c'est vous qui le faites, vous allez être pogné avec ça. Mais ça va être plaisant, vous allez voir. Pourquoi certains individus sont-ils dans cette vie privée de la parole, muets, muettes? Bon, la parole, tout à l'heure, on parlait de la forme énergétique en ce qui concerne, par exemple, là, ici, c'est au niveau de la parole vocale. La personne qui est privée de parole, disons qui est muette, elle peut écrire, et tous les muets peuvent crier. Et ce qui arrive, c'est que, premièrement, si elle a une absence de corde vocale ou encore des cordes vocales qui sont, comme tous les doigts, mais disons, qui sont fondues, qui sont mêlées, c'est-à-dire qu'elle a un développement, disons, malsain ou inharmonieux de ses cordes vocales, ben, l'individu lui-même est à un schéma évolutif où, alors là, disons que si je donne un petit exemple bien rapide, là, de type spirituel, elle perdait trop d'énergie dans la parole dans une vie antérieure, ce qui fait que présentement, elle a besoin de récupérer une forme d'énergie, alors elle a perdu la parole. Non, ça c'est spirituel. Alors c'est ce que normalement l'ésotérisme va donner. C'est totalement faux. Bon. Il y a des choses qui ont rapport au karma et qui ont rapport aux leçons qu'un individu a besoin d'apprendre sur la planète Terre. Et l'individu même, le physique de l'individu, la génétique même physique. Nous, on voit tout, la réincarnation, et on voit l'apparition de nouveaux corps, donc l'enfantement, en fonction de notre propre psychologie émotive et astrale, et en fonction du milieu limité dans lequel on vit. Maintenant, ce qui arrive, c'est que comme il s'est déjà passé dans l'Antiquité et une chance, dans une tribu où les individus qui étaient enfantés étaient toujours aussi animaux, il sortait de temps en temps, par, disons, hasard, entre guillemets, un hasard intelligent, par hasard génétique, un individu plus fort, plus brillant, plus voyant, plus clairvoyant, et qui devenait le chef ou le sorcier.
Même si la masse était aberrante, le mélange de la génétique entre ces individus-là créait une légère évolution de la race et de temps en temps un génie. Alors, vu que présentement, on est, disons, tous des génies, il arrive encore que, là, présentement, c'est l'inverse qui va se passer. La race continue à évoluer, on a encore nos génies et on a encore nos involutions biologiques. C'est-à-dire que l'être qui naît, l'être qui vient au monde peut avoir une aberration physique, comme on peut voir de temps en temps. Elle peut être de type karmique, elle peut être d'un autre type. D'accord? Alors, ce qui fait, je ne vais pas trop avancer en ce qui concerne ces types-là, c'est trop complexe et ça fait partie des questions, disons, inutiles que l'homme va se poser. Pourquoi? Parce que il va perdre son énergie à chercher quelque chose, disons, qui présentement n'est pas immédiatement utile à lui, qu'il se parfaisse avant de parfaire ses connaissances. Alors, ce qui fait que notre individu qui naît muet a attiré, le corps même a permis la réincarnation d'entités pluralitaires qui étaient d'une vibration ou d'une évolution apte à être incarnées dans un véhicule qui était inapte selon notre normalité, donc il pouvait lui manquer un bras ou qu'il pouvait souffrir de thalidomide, donc une régression causée, un empêchement d'évolution causé par un certain médicament. Alors, ce qui fait, ou encore, muet ou muette, n'importe quel problème physique, alors automatiquement, les individus qui se réincarnent à l'intérieur de tout ça sont à peu près de même ordre que l'entité. Mais l'entité peut, parce qu'elle a une aberration, elle peut évoluer plus rapidement que d'autres individus, comme elle peut complètement stagner à l'endroit. Mais nous, quand on voit ça apparaître, on est attristé. Attristé parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe et tout ce qui gère. Et c'est important, c'est pas l'homme qui gère ça, c'est pas la médecine qui gère ça. Il y a d'autres choses qui gèrent ça, et ça c'est l'intelligence, puis il y a des lois, des phénomènes au niveau de l'évolution, des réincarnations successives de l'homme. Alors, ce qui fait que l'individu même qui naît comme ça, disons que c'est le hasard génétique à l'envers. Dans les tribus, dans les plans aberrés de l'humanité, comme on a eu à l'époque de l'homme des cavernes ou comme on a eu à l'époque de tous les plans de société jusqu'à aujourd'hui, et comme on a encore, disons, dans les Pitjantjara d'Australie ou dans différentes populations qu'on a découvertes, une populace plus ou moins, disons, une normalité, sont normales, sont, disons, comparativement à nous autres, très bas. Et on a un chef avec lequel on peut plus jaser, qui peut comprendre plus, qui comprend les besoins de sa tribu, ou de son entourage, malgré que la tribu ne le comprend pas, ces besoins-là. Mais ils font confiance au chef. Alors, même si, génétiquement parlant, on n'a pas la possibilité de créer une race évoluée, de temps en temps, un être sort évoluer et c'est le chef. Et aujourd'hui, de temps en temps, on a aussi une aberration physique. Et les réincarnations à l'intérieur de ces aberrations-là sont d'ordre de la réincarnation physique, alors on n'a pas à s'en faire pour ça. Dans certains cas, Daniel, c'est un mal pour un bien, si on peut dire. Il y a de très grands esprits, de très grands cerveaux qui sont sortis de corps, soit aveugles, soit sourds et muets, ainsi de suite. Alors, c'était un besoin pour leur conscientisation d'avoir ce véhicule physique. Pour certains, oui. Pour certains. Et pour d'autres, bien évidemment, c'est simplement une aberration physique. Parce que le fait que tu naisses avec un pied en moins ou 4 pieds de plus, ça ne change rien à ton état cérébral. Par contre, ça peut changer en crime en ce qui concerne les leçons que tu vas avoir à apprendre ici. Alors là, c'est une réincarnation, disons, manquée, selon l'homme, mais qui est karmique, qui va te permettre des leçons. Mais c'est pas tous des réincarnations dans ce genre-là. Non. Alors, la parole n'a pas d'or pour un muet-muette, pour la simple raison qu'il n'a pas la possibilité de s'en servir. Alors, il n'est pas prêt, c'est tout. Quand un homme communique avec lui-même, est-ce nécessairement une relation avec son ajusteur de pensée? Non. Oh non. Oh non. Dites-vous que présentement, si vous communiquez avec vous-même, c'est 100% ou presque absolument pas une communication avec votre ajusteur de pensée. Alors, si on ne se prend pas trop au sérieux, lentement, on va arriver à communiquer avec l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée ne communique pas à l'homme sous forme de parole. Si c'est sous forme de parole, c'est que ça vient de la mémoire. L'ajusteur de pensée communique à l'homme sous forme d'énergie. Et automatiquement, en l'espace d'un instant, et même moins que ça, vous avez toute une connaissance rassemblée. Cette connaissance-là va s'en aller dans le flot de parole, si vous vous servez de la parole d'or, ou dans votre mémoire. Et là, elle va revenir sous forme de parole dans votre tête. Et vous allez avoir l'impression de communiquer. Vous allez communiquer avec la mémoire de l'ajusteur de pensée ou avec carrément votre mémoire astrale. Mais de toute façon, ce avec quoi vous allez communiquer va vous manipuler et peut vous tromper.
Pourquoi? Parce que même si c'est l'ajusteur qui a donné l'information, revenant de la mémoire, il peut être transformé complètement. Alors, ce qui fait que quand l'homme ne communique pas avec l'ajusteur de pensée. L'homme, dans sa tête, communique avec sa mémoire. Ça peut être une mémoire de l'ajusteur de pensée. Et puis, j'en dis pas plus, parce qu'à un moment donné, votre astral va s'emparer de différentes choses pour vous faire croire que vous êtes en communication avec l'ajusteur de pensée, et ce ne sera pas le cas. Alors, ce qui fait que on n'est pas nécessairement, on est rarement en relation avec l'ajusteur de pensée lorsqu'on est en communication avec soi-même. Si on prenait l'exemple, Daniel, de quelqu'un qui pompe une pompe à la main pour faire sortir l'eau d'un puits très profond. Alors, au début, il met de l'eau. Puis c'est de l'eau qui sort de la pompe qui vient de placer. C'est bien mais ça. à la force de mettre de l'eau et de pomper, éventuellement, l'eau sort de... C'est ça. Alors, on met de l'astral dans le puits, puis on pompe ça. de l'astral. Alors, ce qui sort, c'est de l'astral. Mais ça va attirer avec l'intérieur de lui-même. Il communique avec ses mémoires. Soit la mémoire mentale, soit la mémoire physique, la mémoire astrale ou la mémoire vitale. Et l'astral peut communiquer avec la mémoire mentale, l'astral peut communiquer avec ses propres mémoires. Alors, ce qui fait que, non, quand vous avez des connaissances en parole à l'intérieur de vous, ce sont des mémoires d'une énergie. Une énergie astrale, mentale ou supramentale. Mais, vu que c'est une mémoire qui est dans l'astral, la mémoire est chez le menteur, elle peut vous revenir en mensonge. Alors, on n'est pas en contact avec l'ajusteur de pensée, pas de cette façon-là. C'est d'une façon télépathique, et la télépathie ne se fait pas en parole. Ça fait en énergie. À l'instant même, on sait. Alors là, il ne faut pas se prendre au sérieux, on peut se foutre encore. Avec le son, parole, entre guillemets, y a-t-il d'autres moyens d'expression de l'ajusteur de pensée? Qu'en est-il du magnétisme? Bon, le magnétisme, c'est l'expression de l'énergie vitale humaine. C'est l'expression donc de la vie. Et le magnétisme, c'est l'expression curative que l'homme peut émettre, entre autres. Puis c'est aussi le moyen de faire de la télékinésie, les mouvements d'objets à distance, ces choses-là. Alors, le magnétisme n'a pas de rapport avec l'ajusteur de pensée. Par contre, l'énergie supramentale, donc, ou de l'ajusteur de pensée, qui descend dans l'homme, va créer des perturbations au niveau des centres d'énergie, donc des chakras. Et qu'est-ce qu'un centre d'énergie? Le centre d'énergie, c'est la correspondance vitale d'un endroit physique. Alors, tous les centres d'énergie, tous les chakras sont situés dans le corps vital de l'homme. Et chacun de ces centres-là a une correspondance avec une glande endocrine de l'homme. Endocrine, pourquoi? Parce que ce qu'elle sécrète va dans la circulation sanguine. Alors, on a d'autres sortes de glandes, comme les larmes, qui sont exocrines, qui vont sécréter à l'extérieur ou dans notre estomac. Les glandes endocrines ont des pouvoirs extraordinaires chez l'homme. Elles vont diriger son évolution physique. Elles vont diriger sa conscience. Alors, il y a certaines formes de maladies qui sont typiquement reliées à ces glandes-là, qui vont faire qu'une personne va se sentir, disons, schizophrène, paranoïaque, peureuse, timide, une personne qui va être lente à travailler, manque au niveau des glandes thyroïdes, une personne qui va avoir l'impression d'agir vite, mais qui est toujours lente. Alors, tout au niveau de la conscience est relié à ces glandes physiques-là, parce que ces glandes-là permettent à certaines formes d'énergie de s'exprimer dans le corps, donc à pouvoir se servir du cerveau et des centres vitaux. Quand l'énergie supramentale descend, elle perturbe automatiquement les centres d'énergie, donc il perturbe le corps vital de l'homme. Et le corps vital de l'homme, quand on se sert du magnétisme, c'est l'expression de notre vitalité que l'on émet. C'est ça, le magnétisme animal ou humain. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée ne s'exprime pas dans le sens de la parole. C'est-à-dire, quand l'ajusteur de pensée s'exprime, l'expression, c'est quoi? C'est simplement une manifestation de quelque chose. C'est ça, une expression. Alors, automatiquement, l'ajusteur de pensée va donc se manifester de différentes façons, dont tout à l'heure on en parlait au niveau de certaines douleurs physiques ou de certaines transformations physiques ou énergétiques. Mais moi, quand je parle de la parole, tout ce qu'il y a, c'est que l'énergie de l'ajusteur de pensée, au lieu de se manifester selon une transformation, il va le faire de toute façon, mais on peut lire la transformation, donc on peut transformer l'énergie en parole, en connaissance. La connaissance, c'est seulement de l'énergie, mais de l'énergie qu'on a pu, disons, déchiffrer. Alors l'ajusteur descend, disons, dans l'homme ou dans la femme ou dans l'enfant. Il transforme l'individu,
Mais nous, on peut prendre connaissance de la transformation par un nouveau savoir. Mais pour prendre connaissance de ce savoir-là, de façon à ce qu'il continue à ouvrir la porte à la descente d'énergie, ben, il faut évidemment que le savoir soit pur, donc authentique, non transformé par la mémoire astrale. Et si le savoir, quand il descend, est mémorisé, donc on ne s'en sert pas par la parole d'or, alors on va avoir une transformation, mais si l'astral s'empare de l'énergie de la connaissance, il va la transformer d'une autre facette. Donc, par exemple, vous allez à un endroit sur la Terre où vous recevez de l'énergie. Cette énergie-là, elle transforme votre organisme. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs, ça peut être sur une montagne, ça peut être... Bon, il y a bien des places. Cette énergie-là, prise par votre astral, bon, l'énergie transforme votre organisme au complet, augmente certaines formes de vibration, place certaines choses. Mais l'astral, en l'emparant, va devenir un peu plus fort et il peut vous obliger à ne pas revenir à l'endroit où vous recevez votre énergie pendant un certain temps ou pendant tout le temps. Alors, ce qui fait que cette énergie-là, donc, vient de rétrécir la descente d'énergie parce que le mauvais utilisateur en a pris possession. La transformation se fait quand même, que l'astral le veuille ou non, que l'homme le veuille ou non, mais il prend plus de temps. Alors, ce qui fait que si on est capable, par la parole d'or, de prendre la connaissance au niveau du mental et d'en garder un égrégore au niveau de la mémoire mentale, l'astral peut canaliser le reste. Et si on veut s'en servir, le mental peut filtrer. Si l'astral veut s'en servir, le mental va dire non, tu t'en sers pas parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas ça. C'est pas l'authenticité même que tu me ramènes là. Parce que le mental le sait. Pas juste l'astral. Le mental, lui, s'il est paresseux et qu'il ne mémorise pas, alors automatiquement, le mental va se servir de la mémoire de l'astral. Et là, le mental qui est issu de l'astral reste assujetti à l'astral. Mais quand le mental est capable d'avoir sa propre mémoire, le mental se libère de l'astral. Et là, le mental peut donc, étant libéré, discerner l'énergie qui vient de l'astral, de l'énergie qui vient du supramental ou de l'ajusteur de pensée. Alors, ce qui fait que les corps vitaux, le corps vital, les centres d'énergie, le magnétisme peut être perturbé ou peut avoir une recrudescence, donc, ou une diminution, quand l'ajusteur de pensée se manifeste. Mais, quand moi je parle d'expression, je parle présentement d'expression au niveau de la parole ou de l'écriture, mais la parole est supérieure par sa rapidité. Alors, l'expression même, c'est qu'on prend la connaissance et on l'applique au mental au lieu de laisser l'astral se servir de la connaissance, même si l'ajusteur de pensée vous transforme. Alors, le magnétisme, c'est une manifestation de douleur physique, puis il y a tellement d'autres choses qui sont une manifestation de la descente d'énergie. Mais l'expression même, ben, le savoir lui-même, laissons-le pas à l'astral, gardons-le pour le mental, lui peut s'en servir d'une façon plus intellectuellement intelligente. Je suis une personne très intériorisée. Puis-je parler seul ou faire autre chose pour m'apprendre? Quand il y a quelque chose que l'homme ne peut pas faire, c'est que l'homme est limité et que l'homme est manipulé. Donc, vous détestez danser parce que c'est stupide de danser. Parfait. Êtes-vous capable de danser? Non. Trouvez pas ça stupide. Commencez par savoir danser. Si vous êtes capable de danser, vous pouvez trouver ça stupide. Si moi, je suis intériorisé, ben évidemment, j'ai un problème. Si je peux parler à tout le monde, je peux me permettre de parler seul. Si je peux pas parler à personne, ben, je peux commencer à parler seul, mais j'ai un problème. Il vient un temps où je me pose des questions parce que je suis seul. C'est bon, j'avance, j'apprends. Mais tout le flot de questions que jamais je n'aurai à ma connaissance ou à ma conscience, ben celui-là, ce flot-là peut m'être amené par d'autres individus avec lesquels je vais devoir discuter, entrer en communication. La vie est une relation avec soi-même et avec l'extérieur de soi-même. Alors, ce qui fait qu'une personne qui est intériorisée, ben, elle va travailler sur elle-même, mais elle devra toujours avoir à l'esprit que c'est pas dans un ashram perdu au fond du Tibet ou dans une petite maison ici au Canada, dans son monde à elle, qu'elle va pouvoir découvrir l'univers. L'infiniment petit à l'image de l'infiniment grand, mais pour en prendre conscience, il faut voir les deux. Sans ça, ça ne reste qu'une spéculation philosophique. Alors, ce qui fait que la personne devrait commencer au moins à parler seule ou à une enregistreuse et à s'écouter sur l'enregistreuse et quand elle parle. Mais à un moment donné, ben, il va falloir qu'elle communique avec d'autres.
si elle a peur de se faire rire d'elle, ben, il y a du monde, à un moment donné, qui comprennent, qui peuvent communiquer. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'individu devrait, à un moment donné, pouvoir être capable de communiquer avec autrui. C'est assez important. Mais c'est pas pathologique, le fait de ne pas être capable pour l'instant. Mieux vaut commencer seul que pas commencer pantoute. Je pourrais peut-être en profiter, Daniel, pour mentionner qu'on a déjà discuté, et ça fait longtemps que je veux organiser quelque chose, où on va avoir une rencontre une fois par mois ici au centre pour faire des échanges, pour pratiquer la communication, justement, avec une surveillance et quelqu'un pour diriger, probablement. Oui, ça va s'en venir cet automne, où justement on va pouvoir faire une réunion de temps en temps, où on amène notre lunch, tout le monde, là, et puis on va juste discuter. Juste discuter. Mais pas cet été, cet automne. Quand on se parle ou que l'on se questionne, est-ce que l'on peut s'enregistrer pour ensuite s'écouter? J'aurais dû la lire avant, parce que tu viens juste d'en parler, justement. C'est pas grave, c'est bon qu'on revienne dessus. Si vous n'êtes pas capable de vous écouter immédiatement, l'enregistrer, c'est le mettre en mémoire. Mais vu que c'est une mémoire qui est mécanique, qui n'est pas astrale, cette mémoire-là ne déformera pas l'enseignement que vous avez communiqué par la parole. Alors, c'est évident que c'est mieux. Par contre, vous êtes plus sujet à interpréter ce que l'enregistreuse va dire que si vous l'écoutez en même temps qu'il est sorti de votre bouche. Alors donc, c'est vachement mieux de le mettre sur enregistreuse que de rien faire, mais toujours prendre conscience, toujours avoir à l'idée qu'à un moment donné, il faudra laisser l'enregistreuse et être indépendant de l'extérieur, de pouvoir parler, de pouvoir s'écouter. Mais l'enregistreuse, ça ne nuit pas. Alors c'est bon de ramener la question parce que vous n'êtes pas capable encore de pouvoir vous écouter. Pourquoi? Parce que vous intellectualisez trop le phénomène. Vous voulez réfléchir sur ce que vous dites en même temps que vous le dites. Vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Là, vous ne faites qu'écouter. C'est juste ça qu'il faut faire quand vous parlez. Alors sinon, ben vous le placez sur enregistreuse, puis c'est très bon, c'est une mémoire. Mais une mémoire qui n'est pas assujettie au plan astral, mais vu qu'il y a un laps de temps qui s'est passé, le mental peut être remplacé par l'astral lors de l'audition de la cassette. Et là, vous pouvez interpréter ce que vous dites là. Comme les cassettes, par exemple, que nous on fait pour les conférences. Alors, c'est évident qu'un individu qui vient à la conférence va beaucoup mieux capter parce qu'il a une forme d'énergie qui l'empêche d'interpréter, du moins qui ralentit l'interprétation, que s'il écoute que la cassette. L'individu qui a participé à la conférence, s'il écoute la cassette, c'est bénéfique. Un individu qui n'a pas participé à la conférence, qui écoute la cassette, lui va l'interpréter d'une très très bonne manière pour le conférencier, c'est-à-dire qu'il peut se gorocher ici tout le temps, comme d'une façon inverse. Mais la compréhension même du message sur la cassette n'est pas aussi bonne pour un individu qui n'a pas été à la conférence parce qu'il n'a pas l'énergie qui va avec. Alors vous allez écouter, vous allez parler, vous allez l'enregistrer. Et si vous l'écoutez instantanément, c'est-à-dire immédiatement du moins après, ben, si c'est une cassette d'une heure, ben, vous avez une heure de décalage, vous avez une fatigue, vous avez d'autres choses. Alors quand vous allez réécouter, vous allez être, disons, disponible pour interpréter votre propre réponse. Alors c'est mieux encore que rien, mais toujours garder à l'esprit qu'un jour, vous allez devoir vous débarrasser de tout ça. Vous allez devoir peut-être parler en public, vous allez devoir laisser les enregistreuses. Vous allez devoir être capable de vous tenir debout et pouvoir faire des choses qui réellement vont vous porter à l'évolution. Tout le temps. Alors c'est un bon moyen, mais ce n'est pas la solution. Est-ce possible de manquer de mots pour exprimer ton mental dans la parole? Oui, dans ce temps-là, tu t'achètes un dictionnaire de synonymes, un dictionnaire d'antonymes, puis tu apprends le langage. Ça a l'air comique, c'est pas comique, c'est ça qu'il faut faire. Moi-même, quand je parle, j'invente des mots. Et puis, de temps en temps, ben, d'autres ont inventé d'autres mots. Alors, ce qui fait que si lui est passé avant moi, je me rajuste. De temps en temps, bon, j'entends un nouveau mot, puis je le trouve extraordinaire parce qu'il vient de résumer à lui seul une chose que moi, je prends un certain temps à résumer ou à exprimer. Alors, c'est évident que quand on manque de mots, ben, alors, automatiquement, on doit retourner à la petite école puis recommencer à s'instruire. Alors, on va lire des livres, de n'importe quel livre, des livres technologiques, n'importe quoi. On va juste prendre des mots, on achète un dictionnaire de synonymes pour savoir. Parce que les synonymes en français, la langue française est extraordinaire. D'ailleurs, c'est, disons, une langue d'art pour la parole. Vous prenez un dictionnaire de synonymes et puis vous regardez parole. Parole, un synonyme peut être mot. Mais tous les synonymes de la langue française n'expriment pas la même chose exactement. Alors, ce qui fait que parole, synonyme, mot.
un mot, une parole. Alors, vous allez voir tout de suite qu'il y a une différence. Alors, prenez n'importe quel genre de mot, ajusteur. Allez voir le synonyme d'ajustement. Puis regardez. Vous allez continuer à clarifier votre pensée. Vous allez avoir de nouvelles façons de pouvoir émettre, écrire, parler et vous clarifier. Alors, quand on manque de mots, ben c'est ça. Trouvons d'autres mots. Quitte à en inventer. Si l'homme n'aurait pas continué à inventer des mots continuellement, on aurait un langage très pauvre. On ne pourrait même pas communiquer, ni clarifier notre pensée. Vous êtes capable de régler un problème parce que vous êtes capable, en pensée, de pouvoir réfléchir le problème. Mais éliminez tout de suite la moitié de votre vocabulaire courant, qui est peut-être de 500 ou 600 mots, parce qu'on n'a pas un énorme vocabulaire, l'homme. Éliminez la moitié de votre vocabulaire, vous allez automatiquement voir que la solution à votre problème, vous allez avoir de la misère à la voir. Bannissez simplement tous les mots qui se rapportent au futur. Alors, vous n'irez pas manger, parce que le verbe « aller manger » est futur. Éliminez le futur de votre mot, de votre vocabulaire. Juste cette expérience-là. J'ai déjà fait ça à un moment donné où il n'y avait ni passé ni futur, que le présent. Alors, je ne peux pas te donner un rendez-vous, parce que dans ma tête, je ne peux pas penser à un futur. Si je pense à un futur, c'est avec des mots. Alors, j'ai l'air faim. Je mange. Mais je n'ai pas mangé, je ne peux pas manger. Parce qu'automatiquement, c'est un mot qui désigne le futur. Éliminez du vocabulaire, juste pour le fun. Vous allez vous rendre compte comment vous êtes limité. Alors, si on manque de paroles, on est limité. Plus on va avoir de mots, plus on va être capable de s'exprimer, et plus on va s'exprimer, plus on va être capable de clarifier la pensée, donc plus on va se rapprocher du discernement entre l'astral et le mental. Alors, c'est ça, il faut s'éduquer. Dans la vie de tous les jours, comment la parole se manifeste-t-elle? Exemple, dans l'autobus. Bon, bien évidemment, quand vous arrivez chez vous, prenez une bonne douche. J'allais déjà commencer par éliminer toutes les formes astrales ou les formes, disons, énergétiques qui s'agglomèrent à votre personnalité, à votre corps, et qui sont inutiles. La parole s'exprime comment dans l'autobus? Normalement, elle s'exprime, vous avez dû remarquer, par un silence froid. Les individus... Bon, alors on parle pas fort. Parce qu'on a peur que le voisin entende, parce qu'on a appris qu'il fallait respecter les autres, donc il ne fallait pas parler fort, pour bien des raisons. Mais l'expression même de toutes les... Ça crée une forme d'harmonique qui n'est pas tellement bonne pour l'homme, qui amène l'homme à se cloîtrer sur lui-même, qui amène l'homme à refuser le contact avec autrui. Il y a un temps où l'homme a peur de toucher autrui, par la parole ou même par le corps. Hein? C'est yak. Alors, on ne parle pas fort. Quelqu'un qui rentre, par exemple, vous allez voir des enfants qui vont rire. Alors, de moins en moins, mais encore pas mal d'individus se sentent frustrés par le fait que les enfants parlent fort. Ils n'ont pas d'éducation, ils devraient apprendre à parler moins fort. Mais non, quand tu as du plaisir, tu ris. Et puis, ça nous perturbe, ça nous trouble. Vous allez rencontrer deux personnes qui rentrent dans l'autobus et qui parlent fort, qui ont du fun, qui rient. Là, vous vous demandez s'ils sont drogués, ben non, s'ils ont trop bu. Et puis, automatiquement, ben là, tout ce qui se passait autour, le monde qui cassait se taise, parce que les individus parlent trop fort. Canalisent toute l'énergie de l'autobus. Ah oui, mais c'est ça, on devrait s'amuser. Il y a des pays où on va voyager, des pays qu'on appelle, nous autres, involués, ben non, qu'on trouve que, justement, il y a une forme d'expressivité un peu trop poussée pour nous autres. Rentrer dans un autobus d'Haïtiens, ben ça chante, puis ça parle, puis ça rit. Puis nous autres, on dit, as-tu vu ça? C'est ça. Hein? Vu qu'on ne peut pas admettre que nous autres, on n'est pas capable de le faire, ben on s'occupe à détruire ce que les autres font. Alors, ce qui fait que dans l'autobus, la parole, ben si moi je veux parler, je parle. Je me vais dans un restaurant, puis on discute. On discute, si on discute de n'importe quoi, on discute de ça, c'est tout. Si le voisin veut écouter, qu'il écoute. Bon, alors ce qui fait qu'il y a un respect, évidemment, à donner à autrui. Ça, j'en conviens. Mais le fait de ne pas parler parce que c'est gênant, ou vous êtes dans un ascenseur, et vous communiquez. Les portes s'ouvrent, quelqu'un rentre. Plus de communication. Ça descend jusqu'en bas de même. Mais c'est ça, l'homme. Je veux bien croire qu'il faut respecter autrui, mais il faut se respecter nous autres aussi, hein? Bon. Alors, ce qui fait que je continue à parler, il va sortir à un autre étage, je suis pas content. Mais on continue à jaser. C'est sûr que si tout le monde se met à crier, il n'y a plus personne qui s'entend. D'accord. Mais c'est pas pour ça qu'on parle bas. Parce qu'on veut pas communiquer. La preuve, dans l'ascenseur, on communique. Quelqu'un rentre, on baisse de ton. Ici, ou ben non, on se tait complètement. Alors, laissez faire la communication d'autrui. Communiquez-vous si vous êtes avec quelqu'un. Quelqu'un rentre, vous trouvez qu'il est bien habillé, ben non, vous trouvez qu'il sent bon ou n'importe quoi. Si ça vous plaît de lui dire, vous lui dites.
Il y a des façons polies de le dire. S'il est frustré, ben qu'il se mette pas du parfum qui sent bon. Christy, il met ça pour que le monde, pour attirer l'attention, puis quand il attire l'attention, ben il est surpris. Alors, ça, c'est des choses qui ne devraient pas vous brimer, vous. Vous trouvez que quelque chose... Ça vous gêne pas de regarder un petit enfant dans un pouce-pouce? Ah, il est bien beau. La mère est tout contente, le père aussi. Puis si vous regardez un enfant de 7 ans, vous le trouvez bien beau, on pense tout de suite que vous êtes désaxé sexuel. Bon. Ben, à un moment donné, il faut qu'on place les choses à leur place, puis les autres, ben, ils penseront ce qu'ils penseront. C'est pas impoli de trouver une création belle. Puis c'est pas impoli de discuter entre êtres humains d'une façon convenable. On parle. Puis les autres, ils peuvent discuter aussi, c'est pas impoli. Regardez juste ce que ça donne. Pendant les entractes ici, pendant les intermissions, le monde discute. Mais il y a des décibels là-dedans. Vous discutez pas. Mais vous parlez. Parce que vous êtes dans une ambiance. Mais c'est très respectueux pour les autres. C'est très poli. Tout le monde peut se parler et tout le monde s'entend. Alors, vous voyez que le degré de respect, c'est pas dans le fait de parler tellement beau pour qu'on ait de la misère à s'entendre. C'est pas ça. Ça, c'est une peur. Ça, c'est un camouflage. Alors, on parle, il y a un respect à donner à autrui. Ça, c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus s'entendre. Mais, le fait de ne pas s'entendre parce qu'on respecte trop, là, c'est autre chose. Fait que, alors, faites juste vous observer. Prenez l'ascenseur souvent, là. Vous allez voir. Est-ce qu'un schéma mental peut s'exprimer par différents moyens astraux? Une idée exprimée par la parole peut-elle s'exprimer aussi par la danse ou la musique ou la peinture? Bon, une idée, voyez-vous, c'est que la danse, la musique, la peinture, toutes ces choses-là sont des moyens, et ce sont les seuls moyens directement reliés à l'astral pour permettre son expression. Sinon, elle va s'exprimer par la parole, mais pas par les mots. Elle va s'exprimer par une énergie donnée à la parole. Quand vous êtes en colère ou quand vous trouvez quelque chose beau. Vous dites pas « et que c'est beau ». Et que c'est beau. Bon, les mots sont donnés par votre mental, mais l'énergie qui est communiquée avec la parole est astrale. Une autre forme de moyen d'expression, ce sont les arts. Maintenant, une personne qui danse exprime l'astral. Une personne qui crie ou qui chante exprime l'astral. Alors c'est pour ça que l'évolution de l'homme ne se fait pas dans des discothèques. Ça, c'est la récupération de l'astral de toutes les entités qui auraient une possibilité de s'enfuir de l'astral. On chante quand c'est le temps de chanter, mais il ne faut pas qu'on devienne aberré à l'intérieur de ça. Une personne qui passe sa vie à peinturer n'exprime rien autre que l'astral. Elle ne pourra pas apprendre. Elle va pouvoir perfectionner son moyen d'expression de l'astral. Est-ce qu'on pourrait dire, Daniel, que quelqu'un qui danse dans les discothèques exprime une forme d'astral basse, une astral plus dense, une astral plus... C'est un astral dense et très dense. Pourquoi? Parce qu'il tend à empêcher l'évolution de l'homme. C'est ça. C'est pas nécessairement bas en termes vibratoires. C'est beaucoup plus haut qu'un bordel. C'est beaucoup plus haut qu'une taverne. Mais c'est satanique dans le sens que ça veut emprisonner l'homme ou la femme pour pas qu'il évolue. Il perd son énergie là et il n'exprime que l'énergie astrale. Donc, exprimant l'astral s'exprime, donc l'astral vit. Le mental, lui, perd là-dessus. Okay. De par rapport au jeu de lumière, de par rapport au son qui existe, ce n'est pas plus bas que dans une taverne où tu n'as pas ces jeux de lumière-là qui te rendent... C'est plus bas simplement par l'effet que l'individu qui est dans une taverne est un individu qui n'a pas la possibilité, disons présentement, de faire un bond évolutionnaire. Donc, dans une discothèque, l'individu qui va là est un individu qui est apte à comprendre, qui est apte à faire un bond évolutionnaire. Alors, automatiquement, vu que lui, il est apte à le faire, par rapport à ses possibilités potentielles, la discothèque est beaucoup plus satanique que le bordel. Oui. Oui, mais pas en termes de vibration. Pas en termes d'énergie vibratoire, mais en termes de résultats, oui. Parce que l'individu qui est dans le trou, il est dans le trou. L'individu qui est sur le bord du trou, qui peut s'en aller, s'il y a une énergie qui te pousse dans le trou, est beaucoup plus satanique que l'énergie du trou. Parce que la personne qui est à l'intérieur d'un bordel ou la personne qui est alcoolique, que le cerveau détruit, tu peux pas le faire évoluer réellement. Tu peux l'aider, tu peux faire certaines choses, mais ça, c'est pas utile que tu le fasses. Présentement, c'est toi qu'il faut que tu travailles. Mais il y a pas, tu peux pas le transformer si déjà la matière physique est maganée, ou la matière vitale, ou la matière astrale.
personne qui est droguée, qui est réellement dans la drogue, c'est pas aussi satanique que l'individu qui est sain et qui peut être amené à la drogue. Alors donc, de ce fait, la discothèque est beaucoup plus satanique et différentes formes d'expression, justement, collectives, sont beaucoup plus sataniques parce qu'elles empêchent les individus aptes à faire ce qu'ils devraient faire pour essayer de les ramener plus bas. Mais une fois ramené plus bas et plus bas et plus bas, c'est pas satanique d'être en bas. C'est quand tu peux être libéré que c'est satanique de te faire écraser. Alors, de ce fait, l'énergie que tu as là, disons, par rapport au potentiel des individus, elle est plus satanique, mais pas par rapport au taux vibratoire. OK. Alors, disons qu'on admet que c'est disons, de basse vibration ou c'est dans la basse astrale. C'est satanique, en tout cas. Maintenant, si on prend une autre forme de danse, comme la danse, une danse plus classique. La danse d'arrêt? Le break dancing? Non, mais la danse de ballet, voyons donc, j'en suis... Ah, le ballet! Oh, ouais. D'accord. Bon, alors, à ce moment-là, on est encore dans l'astral, mais là, on serait dans l'astral plus haut. Dans l'astral spirituel. Dans une et astral cette plus forme-là, spirituelle. n'importe quelle forme de danse qui ne permet pas que l'expression du corps, mais qui oblige le mental à prendre possession de ses muscles, donc à découvrir le corps. Alors, ce qui fait que mais à l'origine, souvent, ça peut être bon, mais immédiatement, c'est déformé. Alors, si tu as, par exemple, le ballet, où tu vas avoir les danses modernes, tu as des danses aérobiques, tu as plusieurs formes de danse qui obligent le mental à découvrir de nouveaux muscles, à prendre connaissance du corps, comme certaines danses hindoues, par exemple, où tu dois répéter les gestes aux mêmes places, au même moment, puis continuellement. Ces danses-là sont bonnes tant que l'individu ne sait pas danser. Quand l'individu sait danser, il connaît son corps. De même que l'art martial ou que certaines formes de gymnastique vont amener ou obliger l'individu à découvrir son corps. Mais une fois que c'est fait, si tu peux perfectionner, tu peux perfectionner. Mais quand le corps physique est rendu à un point où il a le contrôle de lui-même, le contrôle de lui-même, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. Alors là, il doit garder le contrôle et maintenant, il doit évoluer sur d'autres plans. S'il ne veut pas faire que son contrôle, ben là, il perd encore une fois. C'est comme l'ésotérisme ou la spiritualité. Tu travailles le corps physique, tu travailles le corps vital, tu travailles le corps astral, il faut rire, il faut s'amuser de temps en temps, tu travailles le corps mental, tu travailles le corps supramental, et quand tous ces plans-là arrivent au niveau du contrôle, ben voilà, tu disparais de la planète Terre, on n'a plus besoin de toi. Ben, tu n'as plus besoin d'elle. Mais ces danses-là, comme tu parles, toutes les danses, même les danses nouvelles, qui amènent l'individu à se connaître, les danses qui font rien que te faire promener d'un bord à l'autre sans que tu saches ce que tu fais. Parce que tu es assujetti à une musique, à une forme de vibration. Tu la captes par tes sens. Jusqu'à un certain point, quand tu vas dans une discothèque et on sait que la musique est subliminale, les jeux de lumière sont subliminaux. C'est évident. Alors, ça te pousse à un endroit bien précis. De l'astral. De l'astral, qui n'est pas pour subtiliser, mais pour densifier. C'est satanique. C'est ça. Alors, à ce moment-là... Tu vois n'importe quoi, ces genres de musique-là, si ça. tu te laisses aller, puis tu t'observes pas, ben, tu vas te ramasser à quelque part. Tu as besoin de musique pour méditer, tu es possédé. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de quelque chose pour toi faire quelque chose, ben, tu n'es pas divin, tu es encore banalement humain. Alors, tu as besoin, on veut rire. Mais il faut que tu te foules la gueule pour rire, tu n'es pas capable de rire sans ça. Bon, ben, prends ton argent, va suivre une thérapie, achète pas de la bière. Parce que tu es dépendant. Alors, continuellement, si tu es dépendant, que ce soit de la musique ou de n'importe quoi, ben, faut toujours que tu y passes. Tu es toujours pris. C'est satanique. Et puis, c'est évident que présentement, on a énormément de ressurgescence de satanisme, c'est-à-dire de vibrations et de méthodes que peut employer ces forces-là pour récupérer l'homme à ça, pour empêcher l'homme de comprendre. L'homme, il est fait pour comprendre, pas pour croire. Il croit tant qu'il ne peut pas comprendre. Quand l'homme arrive à la compréhension, il doit comprendre pour pouvoir contrôler et devenir ce qu'il est réellement. Et ce qui l'empêche de faire ça est satanique. Même si ça a été bon pendant un certain temps. L'intelligence te donne un outil. Quand tu as fini de l'outil, abandonne-le. Si tu gardes l'outil, ça n'a pas rapport à l'intelligence, mais toi, tu perds ton temps présentement. La vie est un perpétuel mouvement. Mais continuellement, c'est pour ça que toi, tu dois évoluer avec, tu dois vivre avec, pas avec des mémoires. Si tu regardes juste présentement, tout ce qui peut être mis en application dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la jeunesse collective, tout ce qui force le monde à se coller ensemble, à former une collectivité, former un groupe, une gang, toutes ces choses-là
sont que des formes, justement, de récupération astrale employées par l'astral planétaire. Et l'astral planétaire qui empêche l'évolution, elle est connue sous les forces de Satan. L'astral planétaire qui permet l'évolution, elle est connue sous les forces yaviques. Mais les forces yaviques sont yaviques que par rapport à l'individu. Tu vois-tu, toi, Jésus-Christ commencer à faire du yoga pendant 50 ans, au lieu de parler? Ben, le yoga est une force satanique par rapport au Nazaréen qui, lui, n'a pas besoin de ça. Bouddha a fait du yoga. Bouddha a jeûné. Il venait un temps où il se nourrissait que d'un grain de riz par jour, selon la tradition. Mais il serait mort de faim s'il aurait continué. Alors, ce qui est yavique pour un certain individu, parce que potentiellement, il est à apprendre, automatiquement devient satanique quand l'individu a appris. Et ça, il faut toujours le comprendre. Alors, présentement, on a des forces sataniques qui essaient de récupérer la collectivité. Puis ça, ben, c'est pas en empêchant un jeune d'aller là-dedans puis en le battant nécessairement que tu arrives à faire de quoi. Parce que là, tu ne fais qu'exprimer ton astral par rapport à l'astral planétaire. C'est la même chose. Tu fais rien que faire le jeu des forces sataniques. Tu empires la situation pour les deux. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas. Et ce que tu peux faire, tu le fais. Commence par t'occuper de tes pénates. Et automatiquement, tu donnes l'exemple. Mais on s'en fout. Eh oui. Alors, sur ça, on termine cette conférence, Daniel, qui fut des plus intéressantes. Merci beaucoup.